Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te raconter l'histoire de la guerre entre Coca-Cola et Pepsi. Tu vas voir, c'est passionnant, il y a pas mal de choses qui se sont passées et il y a pas mal de petits coups entre Pepsi et Coca-Cola que j'ai appris lorsque j'ai fait mes recherches pour cette vidéo. À la fin de la vidéo, je ferai également une analyse des deux entreprises et tu vas voir si tu es intéressé pour gagner de l'argent dans les dividendes. Je pense que Coca-Cola et Pepsi vont te plaire. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Juste avant de continuer, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça permet de me soutenir à continuer à te montrer ce contenu gratuitement et ça te permet de ne pas rater la suite de mes vidéos. Maintenant, j'aimerais que tu penses en fait à une marque de soda que tu bois régulièrement ou que tu vois régulièrement dans ton supermarché préféré. Donc pense-y bien, et en fait je pense que si tu regardes, la marque de soda que tu as en tête est présente dans toutes les marques que j'ai citées ici. Et en fait quand on regarde, toutes les marques qui sont à gauche, c'est des marques qui sont détenues par Coca-Cola, et toutes celles qui sont à droite, c'est des marques qui sont détenues par Pepsi. En fait, on a une illusion du choix. Le consommateur n'a pas vraiment le choix. Il est quasiment obligé d'acheter soit du Coca, soit du Pepsi, mais il ne le sait pas vraiment. En fait, c'est des marques qui sont détenues par ces deux grosses entreprises, donc Coca et Pepsi. Et en fait, quand tu achètes du Sprite, en fait, tu donnes de l'argent à Coca. Quand tu achètes, par exemple, du Lipton, tu donnes de l'argent à Pepsi. Et en fait, ils détiennent quasiment toutes les boissons non alcoolisées sur la planète. Toutes les marques, toutes les grosses marques de la planète sont détenues soit par Coca, soit par Pepsi, à quelques exceptions près, évidemment. Donc par exemple Coca détiennent Fanta, Sprite, Schweppes, évidemment Coca-Cola, mais également des marques d'eau avec Smart Water, Aquarius ou Vitamin Water, qui sont d'ailleurs les deux dernières, c'est des marques plutôt à destination des sportifs. Ils possèdent également du thé avec Fuse Tea, ou des thés japonais, des jus d'orange avec Minute Maid, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, on a Pepsi, qui possède évidemment la boisson Pepsi, mais également Tropicana. D'ailleurs, c'est les leaders mondiaux dans le domaine du jus d'orange avec Tropicana, ou des jus de fruits plus particulièrement, enfin plus généralement. Ils possèdent du thé avec Lipton, 7-Up, et ainsi de suite, sauf que eux, Pepsi, ils ont une particularité en plus, c'est que en plus des boissons, ils ont des snacks. Ils ont Lay's, Ben Nuts, Cheetos, Doritos. Donc en fait, ils se sont diversifiés, ils sont plus focalisés uniquement sur les boissons non alcoolisées, mais ils ont également toute une partie qui va être snack et chips avec Lay's, Ben Nuts, Cheetos et ainsi de suite. Donc on voit en fait que ces deux mastodontes qui se font la guerre entre eux, mais en fait qui dominent vraiment le marché. On a un duopole en fait, deux entreprises qui ont un avantage concurrentiel énorme sur tous les autres puisqu'ils possèdent en fait quasiment toutes les marques du monde dans leur domaine. Mais ces deux entreprises, elles sont pas nées directement en étant des mastodontes. Au début, elles possédaient chacune une seule marque, donc Coca-Cola et Pepsi. Et le but, c'était d'essayer d'avoir le plus de parts de marché que son concurrent et essayer de dominer le marché des boissons non alcoolisées. Et pour ça, elles se sont livrées une guerre sans merci. Et il y a quelques passages de cette guerre qui sont plutôt intéressantes et plutôt marrantes. La première, c'est ce qu'on a appelé la Star Cola Wars. Et en fait, c'est une référence tout simplement à Star Wars et tu vas comprendre pourquoi. Mais d'abord, je dois te parler du monsieur qui a eu l'idée en question. Le monsieur, c'est Donald Kendall. Donald Kendall, en fait, c'est un homme comme les autres qui a commencé en tant qu'ouvrier dans une usine d'embouteillage new-yorkaise pour Pepsi. Il était plutôt bon, le mec, et à 35 ans, il était le principal responsable des ventes du marketing. Donc à 26 ans ouvrier, 35 ans responsable principal des ventes et du marketing de Pepsi. Déjà, c'est plutôt sympa comme évolution de carrière. Et ensuite, il est passé PDG du groupe en 1963. Donc une fois qu'il était PDG, il a une idée, il avait envie d'envoyer une canette de Pepsi dans l'espace. Donc il est allé voir la NASA, et il a demandé si c'était possible, et en fait, Coca a fait exactement la même demande, hein. Ils étaient pas cons en face, ils voulaient faire pareil, et la NASA, contre toute attente, a accepté. A accepté qu'en fait, une canette de Coca et une canette de Pepsi partent dans l'espace pour que des astronautes de la NASA puissent boire donc un du Coca et l'autre du Pepsi. Donc là, c'est parti, les deux entreprises sont mis à fond parce qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que sur Terre, tout se passe bien, il y a de la gravité, le liquide coule correctement lorsqu'on penche la canette, et le gaz carboné, quand on ouvre la bouteille, s'échappe normalement. Dans l'espace, ça se passe différemment. Donc il fallait designer une nouvelle canette
pour que les astronautes puissent boire la mixture, donc du Coca ou du Pepsi, dans l'espace. Et ça a coûté plutôt cher. 25 millions de dollars pour Coca et 14 millions pour Pepsi. Donc ça, c'est évidemment de la R&D, des ingénieurs qui ont designé les deux canettes. Mais en fait, ça a été un coût marketing immense parce que déjà, bon, Coca et Pepsi étaient déjà connus, mais là, ça permet de faire un gros coup marketing au niveau international, puisque c'était la première boisson, les deux premières boissons qui ont été envoyées dans l'espace. Donc là, on peut dire que c'est un petit peu ex aequo, mais c'était plutôt marrant de savoir qu'en fait, ils ont dépensé des millions de dollars juste pour envoyer une canette dans l'espace. Il y a même une petite histoire qui dit qu'en fait, le gaz carbonique, lorsqu'il a été aspiré par les deux astronautes, il est resté coincé dans leur estomac, puisqu'en fait, quand il n'y avait pas de gravité, il ne pouvait pas s'échapper. Donc voilà pour la petite histoire de Star Cola Wars. Tu vas voir, c'est pas fini, ça continue, puisqu'en fait, c'était en période de guerre froide, et il y avait un gros marché à conquérir, qui était le marché de l'URSS, et Pepsi, qui était un petit peu en retard par rapport à Coca sur le marché américain, s'est dit que là, il y a un gros coup à jouer. Si j'arrive à conquérir le marché URSS d'à côté, je risque d'avoir beaucoup d'entrées d'argent et je risque de battre Coca-Cola sur le marché URSS. Donc qu'est-ce qu'a fait notre cher Kendall? Notre cher Kendall, il connaissait le président américain, qui était Nixon à l'époque, et il allait le voir, il lui a dit, quand tu vas rencontrer Khrouchtchev, donc ce qui était le leader de l'URSS à l'époque, propose-lui du Pepsi. Et c'est ce qu'a fait Nixon en fait en 1959, lorsqu'il était en déplacement en URSS, il a proposé à Khrouchtchev du Pepsi, Khrouchtchev a accepté. Et là, ça a été déjà le déclic, Khrouchtchev a goûté du Pepsi, et il y a eu le premier Pepsi qui a été envoyé et bu en URSS. Ensuite, il y a eu un deuxième événement assez marquant, lorsqu'il y a eu une accalmie de la guerre froide, les deux pays se sont dit ça serait bien de découvrir un petit peu ce que fait le voisin. Donc en fait, l'URSS organisait un événement aux États-Unis pour montrer les produits russes, et inversement, les Américains emmenaient des produits américains donc en URSS pour les présenter, et il y avait évidemment Pepsi. Et ça a plutôt bien marché parce qu'en fait, Pepsi a été le premier produit américain à être fabriqué en URSS. Et ça marchait tellement bien qu'en fait, ils exportaient du Pepsi des États-Unis vers l'URSS, donc en tout cas, tout ce qui était les moyens de production, donc tout ce qui était saveur et tout, ils les envoyaient en URSS pour ensuite produire le Pepsi sur place et le vendre sur place. Sauf que le problème, c'est qu'il fallait que l'URSS puisse payer Pepsi. Et le rouble, qui était la monnaie officielle de l'URSS, n'était pas reconnu aux États-Unis, donc en fait, elle ne valait rien. Et l'URSS ne possédait évidemment pas de dollars, on est en guerre froide, on ne va pas utiliser la monnaie de l'ennemi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour payer Pepsi? Ils ont vendu des sous-marins de guerre, des frégates de guerre et des pétroliers. Donc, à un moment donné, Pepsi s'est retrouvé avec des sous-marins et des navires de guerre, et c'était la sixième plus grande flotte du monde. Voilà, donc en fait, ils se sont retrouvés à échanger du Pepsi. Alors, au début, c'était du Pepsi contre de la vodka, mais à un moment, ça suffisait plus, la vodka n'arrivait plus à compenser ce qu'envoyait le Pepsi, donc ils ont récupéré des navires et des sous-marins de guerre qu'ils ont ensuite vendus, parce qu'ils n'allaient pas garder non plus une armada. Pepsi, ça les intéressait pas tellement, donc ils ont revendu ça à certains pays du monde, où ils ont même cassé certains navires pour revendre les métaux et la ferraille, et ils se sont fait 3 milliards de dollars en vendant tous ces navires. Donc voilà pour la deuxième petite histoire entre la guerre entre Coca et Pepsi, et on voit que sur le plan en fait russe, c'est Pepsi qui domine le marché, et Coca en fait n'a pas réussi à s'implanter à l'époque. C'est grâce à un coup de génie de Kendall qui connaissait le président, évidemment ça aide quand on connaît le président américain, mais le marché russe était détenu à 100% à l'époque par Pepsi, et Coca se contentait d'une grosse partie du marché américain. Après cette guerre, aujourd'hui, où on en est? Aujourd'hui, comme tu le sais, Coca domine le marché des boissons non alcoolisées. Pourtant, Pepsi commence à bien monter, ils avaient réussi à dominer le marché URSS, mais ensuite ils ont fait quelques bourdes, en fait ils ont sponsorisé des grandes stars internationales, type Michael Jackson, mais en fait il y a plusieurs de ces stars qu'ils ont sponsorisé qui ont mal tourné par la suite, et qui ont fait évidemment, qui ont un peu écorné l'image de Pepsi.
alors que Coca-Cola fait des gros coups marketing qui sont très puissants. Par exemple, le Père Noël qui est en rouge, avant il était vert, mais depuis Coca, il est passé rouge. Et en plus, quand on pense à Coca, on pense tout de suite à la réussite américaine. Donc la marque Coca est actuellement un peu plus puissante, enfin même voire beaucoup puissante que Pepsi. Et ça se voit en fait un petit peu dans les chiffres, et on voit d'ailleurs qu'elle est mieux équilibrée. Ici, j'ai le pourcentage de chiffre d'affaires par région du monde. En haut, donc j'ai Coca. Donc, sans surprise, la plus grosse partie de leurs revenus vient d'Amérique du Nord, et principalement des États-Unis. La deuxième, d'Europe, Moyen-Orient et d'Afrique. Ensuite, on a l'Asie-Pacifique, et pour finir, on a l'Amérique latine. Si on regarde Pepsi, déjà c'est moins bon. 62% c'est l'Amérique du Nord, donc en fait c'est les États-Unis. 62% de leurs revenus, c'est les États-Unis. Donc évidemment, s'il y a une crise majeure aux États-Unis, Pepsi, ça risque de mal se passer. Ensuite, 17% l'Europe, 10% l'Amérique latine et 6% l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc on voit déjà que Coca-Cola est bien plus équilibré au niveau géographique que Pepsi. Par contre, la puissance de Pepsi, c'est qu'en fait, ils ont réussi à se diversifier davantage que Coca. Coca, ils sont diversifiés, mais toujours dans le secteur des boissons. Donc ils ont plein de marques de boissons, donc ils sont assez diversifiés sur le secteur. Ils donnent l'illusion au consommateur qu'il y a un choix, mais en fait il n'y en a pas tellement, c'est soit Coca, soit Pepsi, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais ils sont uniquement focalisés sur les boissons. Pepsi a réussi à se diversifier dans les snacks, et on voit d'ailleurs que c'est 55% de leurs revenus qui viennent des snacks. Et on voit que la stratégie n'est pas mauvaise, puisque souvent quand on boit du Pepsi, on a envie de manger un petit snack à côté. Donc ils peuvent en fait fournir le besoin du snack en plus de leur boisson. Donc je trouve ça plutôt intéressant de s'être diversifié dans ce deuxième secteur, même si donc au niveau géographique c'est moins bon. Par contre au niveau sectoriel, je trouve que Pepsi est meilleur que Coca. Si on regarde un petit peu maintenant les chiffres actuels de Coca-Cola et de Pepsi. Donc là je suis sur le compte des résultats de Coca et on voit que le chiffre d'affaires est plutôt stable de 2017 à 2020. Alors il y a une baisse en 2020 qui est je pense due au Covid. Si on regarde un petit peu le pendant pour Pepsi, donc là je suis sur le compte des résultats de Pepsi, on voit qu'il augmente un tout petit peu, et même le fait qu'il y ait eu le Covid en 2020 n'a pas posé de problème à Pepsi, puisque leur chiffre d'affaires a monté, et d'ailleurs on voit que là on a 70 milliards de chiffre d'affaires, contre seulement 33 milliards pour Coca-Cola. Donc en termes de chiffre d'affaires, Pepsi est meilleur. Par contre le chiffre d'affaires, ce n'est pas le résultat net de l'entreprise, c'est pas ce qui rentre dans les poches de l'entreprise. Donc il va falloir voir ce qui rentre pour pouvoir comparer s'il y en a une qui est plus riche que l'autre. Au niveau des recherches et développement, c'est très intéressant parce qu'en fait, Coca ne dépense pas du tout d'argent en recherche et développement. Ils n'en ont pas besoin. Ce n'est pas une entreprise comme par exemple Google, Microsoft ou Intel qui ont besoin en fait d'investir massivement en R&D pour maintenir leur avance technologique sur les autres entreprises, donc sur leurs concurrents, et donc avoir un avantage concurrentiel via leurs brevets et via leur technologie. Coca, c'est différent, ils ont un avantage concurrentiel via leur marque, la marque Coca, qui est connue, on n'a pas besoin d'investir dedans pour qu'elle soit connue, et en fait, les boissons, ils savent les faire déjà depuis des siècles, le Coca, et donc ils n'ont pas besoin d'investir en R&D pour produire du Coca ou trouver de nouveaux moyens de production. Donc en fait, ils dépensent 0 € en R&D, ça leur permet donc d'investir l'argent autre part. Pour Pepsi, c'est un petit peu pareil. Alors ils investissent 700 millions par rapport aux 70 milliards, c'est pas grand chose. Donc en fait, c'est à peu près pareil que Coca, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent en R&D pour pouvoir un avantage concurrentiel sur le marché des boissons non alcoolisées. Si on fait un petit tour sur le résultat net, donc qui est intéressant, le résultat net, on est environ à 7 milliards pour Pepsi et on est environ à 7,7 milliards pour Coca. Donc j'ai pris les deux chiffres en 2020 pour pouvoir les comparer. Donc on voit que même si Pepsi a plus de chiffre d'affaires, à la fin, le résultat net est similaire. Ils gagnent à peu près autant d'argent l'un que l'autre. Si on regarde un petit peu maintenant les ratios financiers, et un ratio qui me plaît beaucoup, c'est la marge bénéficiaire nette en moyenne sur 5 ans. Elle est de quasiment 19%, 18,99%. On peut dire 19% pour Coca, ce qui est très très bon. Et en fait, si on suit un petit peu la théorie de Warren Buffett, c'est la preuve que Coca a un avantage concurrentiel sur le marché des boissons non alcoolisées. Si on regarde
son concurrent Pepsi. Pepsi, vous allez voir, c'est un petit peu moins bon. On est une marge bénéficiaire nette de 12, quasiment 12,5%. Donc ce qui est plutôt bon, mais c'est moins bon que Coca. Et ça explique pourquoi, d'un côté, on a 70 milliards de chiffre d'affaires, mais on a autant de gains que Coca. Coca a 2 fois moins le chiffre d'affaires, mais à la fin, il gagne autant d'argent que Pepsi. Et en fait, c'est en partie dû à la marge bénéficiaire nette qui est beaucoup plus importante chez Coca. Un indicateur intéressant, puisqu'en fait ces deux entreprises, pour moi, c'est des entreprises à dividendes qui sont déjà matures, elles vont pas exploser au niveau du prix dans le futur, elles vont monter un petit peu régulièrement, mais ça va pas être extraordinaire. Et un indicateur important pour les dividendes, c'est ce que j'appelle le payout ratio ou le ratio de distribution. C'est ce qu'on voit ici. Et on voit que pour Coca, il est de 88,5%. Ça signifie que 88,5% des bénéfices de l'entreprise sont reversés en dividendes. Pour Pepsi, il est de 70%. Donc on voit que Pepsi a un peu plus de marge que Coca pour augmenter ses dividendes continuellement. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que des dividendes qui augmentent avec le temps, si vous investissez aujourd'hui et que ça augmente, votre rendement va augmenter petit à petit au fil des années. Et justement, en parlant de dividendes, on va juste regarder les dividendes des deux entreprises. Donc pour Coca, on a une rentabilité de 3,20%. Alors on voit qu'ils font 4, qui payent 4 dividendes dans l'année, donc ça fait 4 fois 3,20%. Donc c'est plutôt intéressant de prendre Coca. C'est un dividende qui est très honorable, et en plus on voit qu'ils augmentent leurs dividendes régulièrement chaque année. Très intéressant également. Pepsi, on est un peu plus faible. Ils font également 4 versements par an et on est un peu en dessous des 3%, 2,86%. Et c'est pareil, quand on regarde, ils augmentent régulièrement leurs dividendes chaque année. Donc c'est intéressant d'investir à un instant T, et vu qu'ils vont petit à petit augmenter, on va avoir des rendements qui augmentent mécaniquement sur ces deux entreprises. Juste avant de terminer cette vidéo, je voulais juste te montrer le classement des marques qui sont les plus influentes, donc d'un point de vue financier et selon l'avis du consommateur. Donc c'est Kantar qui s'occupe de classer ces entreprises, et Coca-Cola est la 16e entreprise, donc la 16e marque mondiale, au niveau donc puissance financière et au niveau vote des consommateurs. Donc on voit qu'elle est devant des grosses marques, Nike, Instagram, PayPal, Louis Vuitton, Intel, Netflix, Home Depot, donc des grosses marques, et on voit que Pepsi n'est même pas dans le top 25 de ces marques. C'est aussi une des puissances de Coca d'avoir une marque qui est très puissante au niveau international. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as investi sur Coca ou sur Pepsi, voire même sur les deux. Pour ma part, j'ai ces deux actions dans mon portefeuille. Moi je te dis à la semaine prochaine, et n'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Allez, à la semaine prochaine.